Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Emmanuel Macron va tenir aujourd'hui une conférence de presse pour présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui démarrera donc le 1er janvier 2022 pour 6 mois. Lundi dernier, le président de la République a présenté les 3 axes sur lesquels il entend travailler. Relance, puissance et appartenance, au-delà du slogan ou de la formule. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces orientations? Est-ce qu'elles vous semblent cohérentes, pertinentes? Tout d'abord, un petit mot sur cette présidence française, parce qu'elle est très importante. Elle arrive dans un contexte très particulier, quand même, si on prend le contexte français, puisque au mois d'avril prochain, nous aurons nos élections présidentielles. Et je le rappelle pour nos auditeurs, c'est la présidence française de l'Union européenne arrive une fois tous les 14 ans, puisqu'elle est tournante tous les 6 mois entre les différents États de l'Union européenne. Et on peut quand même s'interroger sur ce timing, sur pourquoi elle n'a pas été décalée. Et quelque part, ça va affaiblir le poids de la France dans l'Union européenne quand elle va être instrumentalisée politiquement et quand le pouvoir en pratique va être très faible au vu du temps limité à cause de l'élection. Ensuite, sur le fond et sur ce fameux triptyque... Mais c'était faisable de décaler cette présidence? Oui, c'était faisable. Techniquement, ça ne posait pas de problème particulier? Ça s'est déjà fait dans l'histoire. D'autres États, quand ils ont eu des élections, ont déjà décalé des présidences. Et j'ai envie même de dire, si elle avait été décalée à partir du mois de juillet, on aurait eu soit Emmanuel Macron, soit, je l'espère, un autre président de la République. Vous espérez peut-être Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, parce que ce serait une vision complètement différente de l'Union européenne. Et ça aurait pu permettre d'avoir un nouveau président ou qui aurait une légitimité beaucoup plus forte et donc une capacité à agir beaucoup plus forte. Parce qu'une présidence de l'Union européenne, c'est impulser des dossiers et une vision de l'Union européenne, et c'est extrêmement important. Maintenant, si on en vient aux relance, puissance, appartenance... Bon, j'avoue que ce slogan me fait un peu tousser, puisque relance, on a eu quand même un plan de relance au niveau européen, rikiki. En réponse au Covid. En réponse au Covid, rikiki, qui est un tiers ce qu'on avait demandé au Parlement européen, avec des contreparties austéritaires, donc des coupes dans les budgets publics, par exemple la réforme des retraites en France. Si on prend le deuxième, puissance, on a vu au cœur de la crise du Covid que cette fameuse puissance européenne était incapable ne serait-ce que de produire des masques, donc un bout de papier, un bout de tissu à mettre sur le nez. Et puis sur l'appartenance à l'Union européenne pose... Un sentiment dont Emmanuel Macron dit qu'il s'est étiolé, que les citoyens européens se sentent moins appartenir à cette entité européenne. C'est compréhensible. Quand l'identité de l'Union européenne, ces dernières années, ça a été le tout en marché, la mise en concurrence de nos services publics, les coupes dans les budgets, l'incapacité à agir pour protéger l'état de droit. Je pense notamment à ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, où l'indépendance de la justice, l'état de droit sont remis en cause, l'avortement est interdit en Pologne. Oui, c'est vrai que le sentiment d'appartenance à cette Union européenne-là, faut pas s'étonner qu'il s'étiole. Mais Emmanuel Macron en porte une responsabilité directe. C'est l'Union européenne, c'est cette Union européenne libérale qu'il a participé à construire. Alors Emmanuel Macron veut renforcer la souveraineté européenne, notamment par l'autonomie militaire, réformer les accords de Schengen, mettre en place, travailler en tout cas à un SMIC européen, et rebâtir un traité de paix et d'amitié avec l'Afrique. Est-ce que vous le soutiendrez dans certaines de ses ambitions? Plusieurs choses. Souvent, le diable se cache dans les détails. Le SMIC européen, par exemple, on est très loin d'avoir un SMIC avec un seuil qui est fixé. Nous, par exemple, on demandait 70% du salaire médian dans chaque pays avec des critères de convergence. Parce que, je le rappelle, la moitié des délocalisations dans l'Union européenne, la moitié des délocalisations se fait dans l'Union européenne. Donc, dans des pays comme la Pologne, qui ont des salaires beaucoup plus bas, et on est très loin de cette proposition-là. Ensuite, sur la partie défense, on a un programme de la défense qui est européen, qui est arrimé à l'OTAN. Et je pense que si on veut une véritable indépendance, il faut penser une autre défense qui ne soit pas sujette au commandement des États-Unis, comme c'est le cas dans le cadre de l'OTAN. Et puis sur la partie climat, non seulement l'Union européenne ne s'est pas dotée d'un objectif qui est en lien avec les accords, dans la trajectoire des accords de Paris, puisque c'est une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, alors qu'il faudrait 65%.
pour respecter les accords de Paris. Et par ailleurs, ce qui va être mis en place sous la présidence française, c'est cette fameuse taxe carbone aux frontières. Mais ce n'est pas une taxe aux frontières qui taxe un produit en fonction de la distance, des conditions de production environnementale. Non, c'est en fait un nouveau marché carbone. Donc on pense que le marché va régler l'enjeu, le plus gros enjeu peut-être du XXIe siècle, qui est l'enjeu climat. Alors qu'on a vu très bien que le marché a échoué, il n'y a pas de prix que l'on peut donner à la nature. Nous pensons qu'il faut sortir de cette logique du marché et avoir une vraie taxe où, si votre lait vient de Nouvelle-Zélande, oui, en effet, il faut qu'il soit taxé plutôt que de faire 3 fois le tour du monde et arriver dans votre supermarché. Vous allez rencontrer Jean Castex aujourd'hui. Il va recevoir les présidents des groupes parlementaires du Parlement européen. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez lui dire au Premier ministre ? Oui, je vais lui dire nos attentes pour cette présidence française. Rappeler que le calendrier affaiblit le rôle de la France. Demander un plan de relance européen qui soit à la hauteur des enjeux climatiques et de la lutte contre les inégalités et qui soit financé par exemple avec une taxe sur les transactions financières, avec une taxe sur les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux, y compris dans l'Union européenne, avec une vraie réforme de la fiscalité, avec aussi une réforme du cadre de gouvernance économique. Parce que ça, c'est un truc qui a été évacué par la présidence française du Conseil. Les règles, notamment les 3% de déficit au niveau européen, ont été suspendues en pleine crise, qui montre quand même à quel point elles étaient absolument pas adaptées au contexte. Et elles ont été suspendues jusqu'en 2023. 2022 aurait été l'année parfaite pour remettre ces règles sur la table et se dire, est-ce que véritablement cette règle des 3% de déficit, elle a un sens économique ? Nous pensons qu'elle n'a aucun sens, et à l'heure des défis, notamment climatiques et des inégalités, on doit pouvoir donner la capacité aux États d'investir. Le cadre de gouvernance économique, à la fois Jean Castex et le gouvernement et Emmanuel Macron ont complètement évacué cette question. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est plutôt un partisan, aux côtés de l'Allemagne, de règles assez strictes en la matière. Et puis enfin, je pense qu'il faut poser une dernière chose sur l'enjeu européen, c'est comment on met en place une vraie stratégie de confrontation sur des règles qui sont inopérantes aujourd'hui. Et c'est la vision que nous allons porter au niveau européen pour lever les blocages, pour être en capacité de lever, par exemple, les obstacles qui sont posés sur les règles de la concurrence ou sur les règles de l'austérité qui nous empêchent de faire face aux défis de notre temps. Il nous reste 1 minute. Je vais vous demander une réponse brève. Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg s'inquiètent de l'état de la gauche à 4 mois de la présidentielle. Et Anne Hidalgo a relancé hier l'idée d'une primaire à gauche, idée immédiatement écartée par certains proches de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi LFI ne croit-elle plus à l'union de la gauche pour la présidentielle ? D'abord, un mot sur Anne Hidalgo. Le matin même, 30 secondes. En 30 secondes. Le matin même, elle dit quand même qu'une union qui serait perçue comme artificielle ne fonctionnerait pas. Et le soir même, elle plaide pour une primaire. Après, je prends acte du fait qu'à la fois le Parti communiste et Europe Écologie, les Verts, ont immédiatement évacué cette hypothèse. Et j'ai la faiblesse de penser que faire campagne pour l'élection présidentielle, c'est d'abord faire campagne sur un programme. Et qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir un programme avec 694 propositions et qu'on essaie de rassembler le plus largement sur ce programme. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec le lancement du Parlement de l'Union populaire et qui vise à réunir bien au-delà de nos rangs. Il n'y a pas besoin d'avoir un badge de la France insoumise pour mener campagne à nos côtés. Merci Manon Aubry, bonne journée. Merci.